Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point de cette année 2020. Une nouvelle année, mais qui vient avec de mauvaises nouvelles, surtout pour la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, des bruits de bottes continuent à se faire entendre dans ce coin du pays. Et il y a des voix même qui s'élèvent pour fustiger ou bien pour lancer des alertes sur le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. La dernière en date est celle du cardinal Fridolin Ambongo, qui a effectué une mission dans cette partie du pays, où il a même confirmé que le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo est en marche. Il y a les Rwandais et les Ougandais, voire même des Burundais qui prennent possession des terres en République démocratique du Congo. Une alerte confirmée par un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo qui confirme que l'armée loyaliste fait face à une guerre non conventionnelle dont le but final est la balkanisation de la République démocratique du Congo, et l'armée appelle la population à la vigilance et à se désolidariser de ces insurgés. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons monsieur Freddy Moulumba Kabouayi. Il est directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, directeur général du magazine Renaissance africaine, ancien administrateur, directeur général du groupe de presse Le Potentiel, radio-télévision, diplômé en sciences politique de la FUCAM, Mons, Belgique, co-auteur avec Kamana de l'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire aux éditions universitaires européennes 2018, co-auteur avec Kakwenda Mbaya et Mouko Kansenda de la République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion ICREDES 2013. C'est avec lui, mesdames, messieurs, que nous allons essayer de décrypter cette situation que traverse la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue, monsieur Moulumba. Merci, cher ami. Votre façon de vous habiller, une cravate aux couleurs du drapeau national, c'est symbolique? Oui, je pense que c'est un message qu'on lance à notre peuple parce qu'on traverse une période très difficile. Il faudrait que notre peuple soit vigilant. Donc, pour ne pas dire que nous sommes dans la lutte de la deuxième indépendance, parce que la première indépendance a été acquise par nos pères d'indépendance, les Lumumba, les Kassavubu, Bolikango et autres. Et la deuxième, aujourd'hui, il faudrait que le peuple congolais se mette debout pour avoir le contrôle de ses richesses. Parce que depuis 1885, depuis l'acte de Berlin, les gens pensent que la création de l'État indépendant du Congo, les richesses du Congo appartiennent au multinational occidental. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est une lutte pour la deuxième indépendance. Vous l'avez dit, c'est une lutte pour la deuxième indépendance, mais ça fait très longtemps qu'on parle de la balkanisation de la République démocratique du Congo, de ce projet. Mais la semaine passée, il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui a lancé une sonnette d'alarme. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Pourquoi aujourd'hui? Non, ce n'est pas trop tard. Je pense que ça fait partie de la tradition je dirais, congolaise, parce que le cardinal Ambongo n'est pas le premier. On a tendance à oublier, en 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, l'avait déjà dénoncé face à l'assassination du Katanga. Il avait dit que la Belgique veut balkaniser le Congo, mais aussi il y a M. Laurent Désiré Kabila, qui, dans son dernier discours avant qu'il soit assassiné, il avait dénoncé le mot balkanisation, mais également Joseph Kabila, l'actuel président, en 2010, le 1er janvier 2010, ceux qui ont des mémoires et revoient les images, il avait déclaré que nous sommes battus contre la balkanisation et ça n'a pas réussi. Et dans tous ces discours, jusqu'au dernier, il est resté constant. Malheureusement, les Congolais n'ont pas le temps de lire les documents. Ils suivent toujours des rumeurs. Donc c'est toute une tradition. Je pense que Monseigneur le cardinal s'inscrit dans cette tradition-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être le seul pays où il y a une conscience nationale. Peut-être ce n'est pas visible. Parce qu'on a tenté depuis 60, ça n'a pas marché. Et je vois très mal que ça puisse marcher cette fois-ci parce que le peuple est debout. Et quand on parle de l'Église catholique, d'abord, c'est l'Église catholique, il y a à peu près 80 ou bien, non, 60% des croyants. Et n'oubliez pas, l'Église catholique, c'est un État. Donc si Monseigneur a parlé,
c'est avec l'accord du Vatican. Donc il faudrait que les gens comprennent ces messages et cette détermination, parce que ce n'est pas normal que les croyants catholiques et chrétiens souffrent à l'Est. Et à Kinshasa, beaucoup de gens boivent et dansent, ce qui est dramatique dans notre société. Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, le projet de la balkanisation a été monté par sous Bill Clinton. Sous Bill Clinton, c'était pendant la période où la Chine commençait à émerger. Donc, ce sont des hommes d'affaires d'Arkansas, sous Bill Clinton, qui ont décidé d'avoir le contrôle en matières premières, d'un côté. De l'autre côté, on pensait que le Congo est trop grand, il faut le diviser, il faut le balkaniser. Et c'est pendant cette période que la guerre LAFDEL a commencé. Ils ont procédé par la guerre en utilisant l'Ouganda et le Rwanda. Et le Burundi, mais n'était pas tellement impliqué, mais surtout l'Ouganda et le Rwanda qui ont été utilisés pour faire aboutir le projet de la balkanisation. Donc, mettre la main sur les richesses du Congo et les faire imploser. Le 2 août 1998, donc d'abord ils ont pris Musée arrivé à Kinshasa. Le 2 août, ils chassent les Rwandais. Vous vous rappelez très bien. Exact. Avec ce qui s'est passé avec James Kabarebe, oui, qui est parti jusqu'au Bas-Congo. À Kitona, grâce à notre peuple. Et Musée a parlé au peuple et leur complot a échoué. Et il s'est passé des choses que beaucoup de gens ont difficile à comprendre. Quelque chose, par exemple. Musée Kabila, 3 mois avant son assassinat, il a eu à discuter avec M. Diane Dikupa, qui est un journaliste très bien connu, patriote. Il a rencontré Musée 3 mois... Éditeur de La Colombe. La Colombe, il a rencontré Musée 3 mois avant sa mort, son assassinat. Ils avaient publié un article dans le journal L'Avenir pour dire que dans 3 mois, on aura la tête de Musée. Et Musée, donc un général, a amené des troupes de militaires jusqu'à l'Avenir pour confisquer tous les matériels. Musée a envoyé Eroya et chez Kutundu jusqu'à ce que le problème a été réglé. Et Lévi Eroya a arrangé une rencontre avec Diane, avec Musée. Un jour, Diane me dit, il s'est retrouvé devant Musée. Et Musée lui dira que ce que vous avez écrit est vrai. On me demande des choses que je ne peux pas faire. Je préfère mourir. Vous qui restez, continuez avec la lutte. Qu'est-ce qu'on a demandé de faire? Point d'interrogation. Vous êtes assassiné, Joseph prend les choses. On pensait qu'on allait jouer avec Joseph jusqu'à la fin. Mais on a souvent accusé l'ancien président d'être complice de tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Je pense qu'il faudrait faire des analyses approfondies, enlever les sentiments. Et très souvent, il y a beaucoup de manipulations. Moi, j'ai toujours posé la question, que gagnerait Joseph Kabila aujourd'hui si le Congo implosait? Il a un grand pays, un beau pays comme celui-ci, il va le faire imploser pour être président où? Ça, c'est logique. Il faut se poser telle question. Donc, il y a toute une manipulation, ce qu'on appelle une diabolisation. Et quand vous prenez le discours du président Kabila, depuis 2010, il ne parle que de la balkanisation. Mais s'il était complice, pourquoi il en parle? En fait, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Le Congo, par rapport à son statut, à sa nature, sa création, ça a été créé comme une entreprise, comme une société, une multinationale. Donc, ceux qui doivent gérer cette multinationale ont des comptes à rendre aux grands groupes industriels ou bien aux multinationales qui sont pro-occidentales. Le premier qui a été, qu'on appelle Léopold II, on dit que ce n'était pas sa propriété privée. Léopold II n'était qu'un gérant. Comme il n'a pas respecté les règles, Léopold II on a saisi le Congo, on a donné à la Belgique en 1998. En 1960, quand Lumumba a pris le pouvoir, donc il a été élu, il a remis ça en cause. Voilà pourquoi on l'a assassiné. Donc jusqu'à présent, dans l'imaginaire des hommes d'affaires européens, occidentaux, le Congo, c'est leur plate-bande. Ils n'ont pas besoin d'un chef d'État, ils ont besoin d'un gérant. Donc il faut que les Congolais comprennent cette donne. Donc c'est une donne qu'on a héritée de l'accord de Berlin, où on disait le Congo, c'est un espace où il y aura seulement la libre, comment dire, le commerce libre, en quelque sorte. Donc
chez eux, ils ne voient pas le Congo comme un État. Nous, on n'existe presque pas. Parce que pendant cette période, il y a des génocides, personne n'en parle. Donc, il faut prendre du recul. Quand on a décidé à Arkansas, par Bill Clinton, avec des hommes d'affaires américains, c'était pour barrer la route à la Chine. Comme la Chine montait comme une puissance, on dit qu'il faut compter la matière première pour qu'ils ne puissent pas avoir accès. Et beaucoup de gens ignorent cette dimension. Le Congo détient 104% du cobalt. Donc le cobalt, c'est une matière stratégique. Pour qu'on réussisse ce qu'on appelle la transition énergétique, il faut avoir ce cobalt pour faire des batteries électriques pour les voitures. Nous avons 64%. Et la Chine a 92% de terres rares. Donc ces deux pays, le Congo et la Chine, avec ce qu'ils ont comme matière première, vont contribuer au succès de la révolution numérique, mais aussi de la transition énergétique. Or, la Chine est en compétition avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, nous sommes au cœur des enjeux. Le Congo, c'est un enjeu économique et géopolitique important. Malheureusement, les Congolais ne comprennent pas. Donc, au lieu de passer tout le temps à se chamailler comme des enfants, avoir des querelles personnelles, il faut privilégier cette dimension, je dirais, géopolitique. Nous sommes les produits du capitalisme occidental prédateur depuis 1885. Et le paradigme n'a pas changé. De l'autre côté, on nous voit comme réservoir de matières premières. C'est un peu l'enjeu. Et pour cela, c'est qu'ils décident soit de le couper en morceaux, soit de le contrôler. Donc, c'est depuis longtemps que ce projet a déjà mis en place par Bill Clinton et les autres. Curieusement, les politiciens congolais n'en parlent pas, les médias congolais n'en parlent pas. Pourquoi? Oui, d'abord, les médias, d'abord les politiciens. Vous savez, quand on est parti à Sun City, quels étaient les résultats à Sun City? D'abord, comment on est arrivé à Sun City? Quand les Rwandais, avec l'Occident, avec l'administration occidentale, ont attaqué le Congo, les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, soutenus par les multinationales, les puissances occidentales, ils ont eu, le 2 août, Musée a changé la donne. Maintenant, les Zimbabwe, la Namibie et l'Angola sont entrés en danse. C'est ce qui a sauvé le Congo, la balkanisation. Et dans ces jeux-là, Mugabe a joué le plus grand rôle. Parce qu'il s'est engagé contre la vie de tout le monde. Maintenant, toutes ces puissances africaines sont affrontées sur nous, donc sur notre propre territoire. Ça signifie que le contrôle de notre pays nous a échappé. Parce que si nous avons gagné la guerre, on pouvait s'imposer. Voilà pourquoi, même quand on fait le gouvernement, ça pose un problème très sérieux. Et ça traîne. Vous avez des ministres qui restent même 20 ans au pouvoir. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que la plupart des gens, à travers les négociations qu'on a eues à Sun City, on représente les intérêts étrangers et non les intérêts congolais. Voilà le fond du problème. Voilà pourquoi, quand on parle d'organisation, beaucoup ne parlent pas. Tout le monde sait que le projet est là. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Ça, c'est du côté homme politique, du fait que beaucoup sont arrivés au pouvoir avec le soutien de ces pays étrangers. Je prends un exemple. Allez-y. Vous avez l'Angola, qui est intervenu ici, effectivement, parce que c'était capital l'intervention de l'Angola vers le Bas-Congo. L'Angola qui nous a aidés à arrêter cette aventure du Rwanda et de l'Ouganda, contrôle notre pétrole dans ce qu'on appelle la zone vers l'océan. Et ça fait 10 milliards de dollars chaque an. Qui échappe à la République démocratique du Congo. Qui est exploité là-bas, que les Congolais ne gagnent pas. Et quand on essaie de demander, ils menacent même, on va changer de régime à Kinshasa. Vous avez, dans le lac Albert, vous avez notre pétrole, que l'Ouganda exploite. Le Congo ne gagne rien. Vous avez du côté de Kivu, le Rwanda exploite les gaz, mais aussi donc le coltan congolais passe par les Rwandais, et les Rwandais sont devenus les premiers producteurs du coltan. Il n'y a pas de mines. Et actuellement, au Rwanda, on a installé des usines pour le raffinage du coltan, mais aussi des raffinages de l'or. Mais pourtant... Alors qu'ils n'ont pas ces mines. Ça suffit, quoi.
Ne voyez pas seulement les Rwandais. Revenez maintenant à la guerre LAFDEL. Qui était derrière? Ce qu'on appelle aujourd'hui les mondialistes globalistes. Ce sont les acteurs non étatiques qui n'ont pas de compte à rendre au pouvoir étatique. Donc, ce sont les multinationales. Tous sont à Kigali. Et quand vous partez au nord Kivu, à l'est, vous avez la plus grande concentration des ONG. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Il n'y a qu'à laisser la misère. Et pourquoi pas en Bandaka? Ils ont tout abandonné, ils sont là-bas. Et vous allez voir toutes les... il y a un cas de Congo Eastern Initiative. Vous pensez que des gens là peuvent quitter chez eux, venir vous aider ici? Il y a eu la guerre. Non. Le fond du problème, c'est le coltan. Ce sont les terres arables de l'Est qui les intéressent. C'est les projets de balkanisation. Ils ont tenté, avec les guerres, ils ont échoué. Maintenant, ils procèdent par d'autres mécanismes. On pousse des peuples, donc on prend les Rwandais, les Ougandais, je pense que le cardinal l'a bien dit. Ces gens-là sont placés là où il y a des terres arables et là où il y a des mines. Voilà pourquoi, malgré la guerre, les Rwandais sont toujours producteurs de coltan. Et tous les Occidentaux passent par là. Et quand je les vois à Kinshasa donner des leçons de morale, je me pose la question si dans ces pays il y a des hommes, s'il y a des intellectuels. Donc, les projets de balkanisation actuellement se portaient beaucoup plus par les globalistes qui sont à Kigali. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'en Occident, il y a la crise économique. Demandez aux gens qui passent à Bruxelles, on vous dit que c'est une catastrophe. Que faire? Dans leur manière de travailler, pour lancer l'économie en Occident, et cette économie, leur économie qui est basée sur l'industrie de l'armement, il faut faire des guerres. Faire des guerres pour piller et vendre les armes. Voilà pourquoi, les jours où on a des faits M23, on a trouvé des cargaisons d'armes, des armes neuves. Ça passait par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, dans ces jeux de balkanisation, les Rwandais et l'Ouganda sont impliqués. Ce qui peuvent les faire reculer, c'est ce qu'on appelle les rapports de force. Nous allons y arriver, mais on n'avait pas répondu à la question pourquoi les médias n'épipent mot. Oui, les médias sont responsables. Pourquoi Kinshasa ne parle pas? Ce qui est dramatique, deux choses. D'abord, la plupart des médias quinois, bien congolais, sont financés par des ONG occidentales. Ces ONG occidentales reçoivent l'argent de leurs multinationales qui sont basées à Kigali et qui financent la guerre à l'Est. Donc si vous commencez à dénoncer cette guerre à l'Est, on coupe. Et comme ils donnent aussi l'argent, deuxième élément, on oriente la ligne éditoriale. Parce que s'il y avait des médias professionnels dans ces pays, la première chose à faire, c'est faire des analyses, faire des investigations. D'où vient cette guerre et pourquoi? Dans les médias, il y a un silence. Donc ce silence est dû à ces deux éléments. Mais aussi, on a une élite aliénée. C'est-à-dire? Ça signifie que nous sommes encore une élite qui croit encore que les étrangers peuvent venir nous faire du bien. Nous sommes assis sur une mine d'or, on n'est pas conscient qu'on a des richesses, et on préfère avoir l'argent de l'étranger. Quand vous demandez aux gens, non, quand on vous me donne l'argent par les ONG internationales, c'est démocratique. Et quand votre gouvernement vous donne l'argent, c'est la corruption. C'est là où il y a un problème dans notre élite un peu journalistique. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont journalistes. Donc le travail à faire, c'est, comment dirais-je, de déformater les journalistes. Qu'ils sachent, quand on est journaliste, on est d'abord citoyen. Sans le Congo, il n'y a pas de journalistes. L'exemple de la Somalie est là. La Somalie est coupée en 3 États. Ceux qui passaient là-bas parlaient des droits de l'homme, de liberté d'expression, ne passent plus. Et dans les médias occidentaux, on ne parle plus de la Somalie. Or, il y a déjà 3 États en place. Donc ce sont telles choses qui peuvent donner la réflexion, les idées aux Congolais, de savoir tirer les leçons. Aujourd'hui, curieusement, ça a commencé il y a très longtemps. Personne n'en parle, surtout au niveau des politiciens. Est-ce qu'ils ont cette situation-là? Est-ce que les nationalistes ou les Congolais ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Je pense que la part de responsabilité que les Congolais est grande. Parce que la liberté a un prix. On ne peut pas comprendre, vous êtes un grand pays très riche. Vous pensez qu'on va vous laisser tranquille. C'est la naïveté.
Quand quelqu'un te dit, toi, tu manges chez toi très bien. Et à côté, il y a quelqu'un qui manque à manger. Il a une arme. Il fait comment? Il vient le soir prendre par force. C'est ce qui nous arrive. Donc c'est notre, je dirais un peu notre élite qui ne comprend pas les enjeux. On a l'impression que cette élite ne mérite pas ces pays. Donc il faut la changer. Rappelez-vous du temps de Mobutu. On peut être contre ou bien pour Mobutu. Mais quand on parlait d'Isaïr, on avait peur de nous. Tous ces petits pays qui se jouent de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Congolais sont devenus comme des enfants, à genoux. Je vois les débats dans les médias sur la question que Mobutu aurait déclarée. Nous allons même y arriver. Aujourd'hui, M. Freddy Mulumba, on a une armée 9e même sur le plan africain, mais on ne parvient pas à mettre un terme à cette guerre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez suivi le communiqué de l'armée. L'armée a une mission, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi protéger les territoires, l'intégrité territoriale. Mais quand l'armée commence à vous parler comme ça, il y a un problème. Donc c'est un aveu d'échec. Ce n'est pas un aveu d'échec. L'armée alerte que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Personne n'ignore. Je pense que Monseigneur le cardinal l'a dit très clairement. On est infiltré. Qui ne connaît pas ça? Allez à la cité, parlez avec tout le monde. On est infiltré. Et comment l'infiltration s'est passée? Qu'on ne soit pas naïf. À chaque fois, il y a des négociations. On intègre les rebelles. Ces rebelles, ils sont congolais et rwandais, congolais, ougandais et burundais. Ils sont dedans. Qui ne connaît pas ça? Pourquoi les gens ont peur d'en parler? Pourquoi? C'est ça le travail de la presse. C'est aider le peuple, aider les politiques à comprendre les enjeux. Si le politique est habitué d'aller négocier, trouver des compromis, les journalistes, l'intellectuel a le devoir de dire la vérité à notre peuple. Ce n'est pas le cas, il y a se taisent et tout le monde connaît. Donc il y a eu, avec cette histoire de brassage et mixage, on a pris tous les bandits, tous les rebelles, ils sont devenus des généraux. Tout le monde connaît. Pourquoi on s'était? Je me rappelle le cas de Bosco Tanganda. Bosco Tanganda, avec le CNDP. Oui. Bosco Tanganda était à Noturi, du temps de la MONUC. Il y avait Coco Swing. William Swing. William Swing, Coco Swing. Le représentant spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies. Les casques bleus sont arrivés presque pour les capturer. Un mot est venu de Kinshasa et retirez-vous. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe ici, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas l'Ouganda. On utilise l'Ouganda et le Rwanda, qui ont aussi leurs intérêts. Mais la grande partie, les tireurs de ficelles sont à l'extérieur. Donc quand vous faites une analyse, il faut intégrer cette dimension géopolitique. À Kinshasa, les gens n'ont pas cette dimension géopolitique. Le monde a basculé. Le monde a basculé. L'Occident n'a plus le monopole. Il a perdu l'hégémonie. Donc, l'hégémonie occidentale sur le monde n'existe presque pas. Il y a d'autres puissances qui émergent. Donc, il faudrait, quand on fait des analyses, qu'on essaie de voir quels sont les véritables acteurs qui tirent des ficelles. Où sont nos intérêts? Mais à Kinshasa, comme beaucoup d'hommes politiques travaillent, font la beauté pour manger, tous ceux qui le corrompent, ils sont d'accord. Donc, notre classe politique qui est médiocre est faible. Je dis médiocre et faible. C'est pas trop fort, ça? C'est trop fort, il faut le dire. Moi, je ne suis pas un politicien. Parce qu'on ne peut pas comprendre pendant 20 ans qu'on ait cette crise. Maintenant, on vous parle de balkanisation. Personne n'a le courage de dire les choses clairement et qu'on trouve une solution. Tout le monde se contente d'avoir une voiture, chercher des maisons, acheter des maisons à l'étranger. C'est la médiocrité. On ne fait pas la politique pour manger. On fait la politique pour laisser un nom dans l'histoire. Et ça, c'est capital. C'était pour manger, on ferait le commerce, pas faire la politique. Or, notre classe politique est dans la mangeoire. Donc, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Vous donnez raison à Adolphe Muzito qui demande d'attaquer un des pays voisins de la RDC? Non, je pense qu'il ne faut pas l'attaquer. Parce que le Congo n'a jamais attaqué un pays. C'est le Congo qui est victime. Donc, ce qu'il faut faire, c'est récupérer notre territoire national. Ça signifie quoi? L'armée doit engager, comment dirais-je, des opérations pour
sécuriser nos frontières. C'est tout. C'est ce qu'elle est en train de faire, mais oui. elle alerte encore. S'il n'y a pas une crainte là, un aveu d'échec quand... Non, je pense qu'il faut pas, il faut nettoyer l'armée. Il y a beaucoup d'infiltrés. Comment les nettoyer? Est-ce que ça ne va pas encore créer quelques... Je dis ceci. Nous sommes devant, ou bien le Congo disparaît, ou bien le Congo existe. On n'a pas d'autre choix. C'est que tout double. Si nous voulons demain que le Congo soit un pays uni, tout le monde qui est traître au sein de l'armée, on connaît la sentence. Dans tous les pays du monde, quand une armée il y a des traîtres au sein de l'armée, on règle les comptes. La justice militaire s'en occupe. Mais chez nous, la justice militaire ne fait rien. Donc c'est le travail maintenant des intellectuels, le travail des journalistes, d'alerter l'opinion. Parce que l'Occident ne comprend que les rapports de force. Quand on verra, comme on a vu au Kivu, donc à Beni, quand on verra des millions de Congos dans la rue, ils vont reculer. Et nous avons la chance unique parce que tout le monde commence à en parler. Les Soudan étaient coupés, pensant qu'on va barricader, ça va marcher. Ça ne tourne pas. Donc, le Mali... Les Mali, bientôt, c'est déjà fini. Mais nous avons eu la chance de mobiliser les gens qui chassent ça. Et à travers le Congo, à travers les conférences, au moins, ils peuvent reculer. Maintenant, il faut continuer pour faire pression sur nos dirigeants, nous. Mais ça peut aussi leur donner la capacité, l'occasion de manœuvrer pour négocier. Mais si l'opinion ne fait rien, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent la balkanisation est impossible. C'est ça la naïveté. Le Congo a été une construction. On peut la déconstruire. Donc c'est le moment maintenant de savoir, ça a été une construction, oui. Maintenant ça nous appartient. On n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un, de personne. Vous êtes un peu trop extrémiste, c'est ce que disent les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution par rapport à ça? Vous savez, si j'étais en Allemagne, il serait un homme normal. Nous sommes dans une société, il n'y a plus de normes. Les intellectuels ont démissionné. Ils ne font plus leur travail. La solution, il y en a trois. D'abord, c'est le plan militaire. On négocie avec un homme fort. Ça signifie quoi? Il faut construire un rapport de force sur le plan militaire. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut une armée efficace, bien entraînée, bien financée et bien nettoyée. Et deuxième élément, il faut une diplomatie. Il faut une grande diplomatie. Ça signifie qu'il faut qu'on revoie dans toutes nos ambassades, que nos ambassadeurs soient les premiers à faire la campagne du Congo. Ça signifie qu'il faut, à partir de Kinshasa, qu'on leur donne des orientations. Vous devez faire ça, 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 ça. Mais aussi faire du lobbying. Nous sommes dans un monde où tu ne fais pas de lobbying, tu n'existes pas. Il faut engager des cabinets d'experts, engager des Congolais pour à l'extérieur expliquer notre cause. Troisième, c'est le peuple. Quand le peuple est mobilisé, les hommes politiques se sentent en position de force pour négocier. Si le peuple n'est pas mobilisé, et là on est perdu. Donc ce sont les trois éléments qui peuvent faire en sorte que demain, qu'on évite la balkanisation de ces pays. De toute façon, j'ai toujours dit, la roue de l'histoire tourne. Nous tendons vers notre deuxième indépendance. Ça va arriver. Aujourd'hui, ça nous coûtera trop cher, mais on va arriver. L'Occident est fini. Et même ils écrivent, ils vous publient, ils vous disent, d'ailleurs Trump l'a dit, moi ça ne m'intéresse plus d'aller encore faire les aventures extérieures. Il va se retirer un peu plus du monde. Mais quand en se retirant, il laisse la place vide aux nouvelles puissances qui émergent, mais aussi aux acteurs non étatiques. Vous avez les multinationales, vous avez Al-Qaïda, ça peut nous envahir demain. Voilà pourquoi il faut enlever le cœur, mettre nos intelligences ensemble pour savoir on va s'en sortir comment. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut des dialogues. Ça ne sert à rien. Pas question de dialogue pour le moment. C'est dangereux. On en a fait combien de fois? Ça donnait quoi? Maintenant, le gouvernement est là, élu. Notre gouvernement qui ne dépend pas de personne, qui doit faire le travail pour notre peuple. Et je rappelle aux gens deux idées fortes et des personnes. Vous avez Mosé Kabila. Il vous dit, ne jamais trahir le Congo. Il est mort au pouvoir pour ce pays. Vous avez Étienne Tshisekedi.
Je vous dis, le peuple d'abord, il est mort sans accéder au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le fils de Kabila, qui est vivant. Vous avez le fils de Tshisekedi, qui est au pouvoir. C'est un message très clair. Ceux qui ne comprennent pas ça seront jetés dans la poubelle de l'histoire. L'histoire est en pleine marche. Nous tendons vers notre indépendance. Et ça ne sera pas l'indépendance pour le Congo, c'est l'indépendance pour toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique nous attend. Mais malheureusement, Kinshasa, vous avez des petites élites qui se contentent seulement pour manger. Donc le problème actuellement, c'est notre élite qui est médiocre. Il faut qu'on la change. Et comment la changer? Parce que après les élections, c'est cette élite qui revient. Comment changer cette élite? Je pense que la meilleure façon de changer l'élite, de toute façon, quand vous voyez là où les gens ont réussi, c'est quand les élites sont de qualité. Vous prendrez la Chine, vous prendrez l'Amérique, vous prendrez l'Allemagne, vous prendrez tous les pays qui ont réussi. C'est parce que ce sont les meilleurs qui travaillent, pas les médiocres. Ça signifie que pour arriver à ce niveau-là, il faut sélectionner les meilleurs. Il faut mettre des critères. On ne devient pas ministre au hasard. On ne devient pas homme politique au hasard. Il y a quand même des critères. La moralité. Notre élite n'a plus de morale. Il faut que ceux qui comprennent imposent ça. On n'a pas d'autre choix. On ne fait pas ça. Si ce sont les médiocres qui continuent, les résultats seront toujours les mêmes. Et on a toujours dit que le peuple mérite les autorités. Non, je pense qu'il faut nuancer. Le peuple mérite, c'est quand vous avez un peuple conscient. Mais notre peuple n'est pas conscient. La conscience vient de deux choses. 1, la philosophie. 2, l'histoire. Ce qu'on appelle la conscience historique. On n'en a pas ici. Les événements qui se sont passés, je peux dire en 2000, du temps de Mobutu. Qui en parle encore? On a tout oublié. Ce qui s'est passé en 1960, on a oublié. On commet les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas un regard vers l'histoire. Il faut savoir tirer les leçons. Il faut apprendre notre propre histoire. Notre élite politique ne connaît rien de l'histoire. Notre élite politique ne connaît rien de la philosophie. Or, c'est la philosophie qui commence à te poser des questions de ta propre existence. Et l'histoire t'aide à tirer les leçons, à comparer les événements. L'exemple que je peux parler un petit exemple que je peux prendre, c'est ces gens qui travaillent pour que le conflit entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi éclate. Ils ont oublié ce qui s'est passé en 60. Entre le Lumumba et Kasavubu, ça donnait quoi? A-t-on tiré les leçons de l'histoire? Voilà pourquoi il faut que les élites qui sont encore restées lucides expliquent à notre peuple. L'enjeu ici, ce n'est ni Kabila ni Tshisekedi. L'enjeu ici, c'est la survie de notre peuple, la survie de notre nation. On a un passé douloureux à cause du capitalisme. Vous avez eu l'esclavage, la traite négrière. Vous avez eu la colonisation. L'esclavage, la traite négrière, c'est à cause de la révolution commerciale. On a vendu des Noirs en Amérique, ils sont partis dans des plantations. Deuxième révolution, industrielle. On est venu les recoloniser en disant qu'on va nous civiliser. Maintenant, nous sommes dans une troisième révolution, la révolution du numérique. Quel est notre sort? Voilà les débats. Ce n'est pas un débat individuel. Le débat, c'est celui-là. Quel sera le Congo en 2030? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Aujourd'hui, M. Freddy Mulumba, l'opinion constate qu'il y a une sorte d'approche entre l'actuel pouvoir, l'actuel régime et les Américains, au détriment des Chinois. Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur la situation qui traverse la RDC aujourd'hui? Je pense qu'ici, il y a un problème. Le problème, d'abord, il faut voir le passé. Durant la guerre froide, il y avait un conflit entre l'Union soviétique et la Chine. Le Congo, et l'Amérique, les USA. Le Congo était au centre des enjeux géopolitiques. Quand la guerre froide est terminée, qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais et l'Ouganda nous ont attaqués. Donc, on n'a pas profité de la guerre froide. La guerre froide n'a pas rendu notre peuple heureux. Première leçon à tirer. Aujourd'hui, vous avez la Chine et l'Amérique s'affrontent, ce qui est normal. C'est un problème de leadership. Le monde de demain, c'est entre la Chine et l'Amérique qui vont gérer. Et ça sera beaucoup plus au niveau économique. Mais la question qu'il faut se poser pour nous, où sont les intérêts? Que ce soit par rapport à la Chine, que ce soit par rapport à l'Amérique, où sont nos intérêts? C'est comme ça qu'un grand peuple vit, existe. Et aujourd'hui, nos intérêts sont où? Mais il faut d'abord les définir.
il faut qu'on parvienne à définir nos intérêts. Nos intérêts sont où? Quand on passe tout le temps à discuter comme des enfants dans les médias, au Parlement, il faut qu'une élite qui est lucide reprenne les choses en main pour définir nos intérêts et les défendre. Les Américains, ils viennent ici, c'est pour leurs propres intérêts. Les Chinois, c'est la même chose. Mais on est tellement naïfs. On pense que les Chinois, tout comme les Américains, viennent pour nous. Vous pensez que ces gens peuvent se battre, mourir pour votre propre pays? Voilà les choses qui font enlever la tête des Congolais. On est un peuple tellement aliéné. Il faut les aller très rapidement. Et là, c'est le travail des médias. Si au niveau des médias, il y a des véritables débats, de fond, n'amenez pas des journalistes qui vont discuter à la télévision, même dans la presse écrite. Amenez des spécialistes, historiens, politologues, économistes, géographes, internationalistes, pour commencer à vous expliquer où sont les enjeux. Chez nous, les journalistes sont autoproclamés des spécialistes. Voilà pourquoi ça sème la confusion. Et j'ai toujours demandé à beaucoup de gens ici, suivez les télévisions camerounaises. Suivez les privées. Quand il y a des problèmes au Cameroun, on ne fait pas appel à n'importe qui. On fait appel à des gens qui ont travaillé, qui connaissent la matière. Chez nous, ce n'est pas le cas. Un juriste va dire non. Il prend une décision sur le plan juridique, alors qu'il n'est pas juriste. Il n'est même pas constitutionnaliste. Donc, ce sont des choses, il faut que la presse fasse son travail. C'est d'abord donner l'information, analyser, commenter et orienter. Mais quand la presse commence à faire la politique, c'est dangereux. Il faut que les journalistes fassent leur travail. Tu peux avoir des accointances, mais quand tu as des faits, il faut les donner tels qu'ils sont. Mais notre presse est dans une confusion. Je pense c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se remette en cause. Nous allons terminer par là. C'est depuis 1999 que la MONUSCO, jadis MONUC, est en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'elle aussi a un rôle à jouer par rapport à tout ce qui s'est passé ici? Vous savez, la MONUSCO a fait plus de 20 ans. Quel est son bilan? Je vous donne des études. La première est faite par une dame, une Française, Auxerre, Séverine, sur l'implication, sur la MONUC en RDC. C'est un travail qui a été une thèse, mais qui a été publiée sous forme de livre à Cambridge. Il y a un institut de relations internationales à Cambridge. Cette dame est arrivée à une conclusion pour la MONUC, pour expliquer l'échec de la MONUC, en disant, au sein de la MONUC, chaque pays qui finance ou bien qui a donné de contingents travaille pour ses propres intérêts. Quelquefois, ils s'affrontent. Voilà pourquoi la MONUC était paralysée. Concernant maintenant la MONUSCO, il y a une étude faite en avril 2016 par l'Institut des relations internationales de Paris, IFRI. Même conclusion. La MONUC coûte trop cher pour rien. Et là où on tue des gens, la MONUC vient seulement pour prendre note. Et les casques bleus indiens et autres, leurs patrons leur ont demandé de ne pas intervenir quand on tue les Congolais. Donc ce sont des études faites, il n'y a pas de sentiments là-bas, il n'y a pas de politique. Donc par conséquent, la MONUSCO doit partir? Non, la MONUSCO doit partir, ce qui est normal. Tout de suite? Non, je pense que du temps du président Kabila, on avait déjà prévu qu'on commence à aller petit à petit. Il faut redéfinir d'abord sa mission et préparer son départ. Il faut faire attention avec la MONUC ou bien avec l'ONU. L'ONU réussit sur des plans. Je prends d'abord, il part, il quitte un pays, derrière il laisse un coup d'État. Ce qui s'est passé avec nous en 1965, quand Mobutu a fait un coup d'État. Quand on a organisé l'armée, l'ONU s'est retiré, Mobutu a fait un coup d'État. Vous avez, l'ONU se retire, donc réussit, là où il y a la balkanisation. Ce qui s'est passé à Yougoslavie. Pour résoudre une crise, on a fait imploser l'Yougoslavie. Ça s'est passé au Sud-Soudan. Donc méfiez-vous des Nations Unies. Les Nations Unies ne font plus partie de
des peuples, ce ne sont pas des peuples qui contrôlent les Nations Unies. Les Nations Unies est dans les mains des multinationales actuellement. Donc, qu'on fasse attention. On peut laisser les politiques faire des déclarations, mais les intellectuels, les journalistes doivent montrer la vérité à notre peuple. C'est à nous de défendre notre pays. Si nous voulons être indépendants, ce n'est pas grâce à l'ONU. Donc ça, c'est capital. Par contre, l'ONU peut s'arranger pour que la balkanisation réussisse. Imaginez-vous, ils étaient ici, après 2010, tout le monde s'est concentré dans l'Est. Dans l'Est, avec 20 000 personnes. Malgré tout ça, on tuait les Congolais. Mais entre-temps, l'ONU avait déjà commencé ce qu'on appelle mettre en place îlot de stabilité. On laisse l'Ouest, on va laisser place pour faire des îlots de stabilité. On va construire des routes, on construit un truc administratif, la police. Mais c'est presque tout un État qu'on met en place. Et à Kinshasa, tout le monde est dans la musique, en train de danser, en train de fêter. Alors que l'ONU préparait, heureusement. Parce que quand on a dit on ne va pas travailler avec eux, quand on a attaqué M23, c'est grâce au Congo. Parce que quand on a attaqué M23 a pris, comment on appelle, Goma, tout le monde avait fui. À quoi servait l'ONU? Donc, qu'on enlève ça dans la tête. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. C'est quand on prendra conscience que nous avons notre destin en main. C'est comme ça qu'on peut éviter la balkanisation. Si nous voulons que cette balkanisation réussisse, faites confiance à la MONUSCO. Et vous allez regretter trop tard. Le pays dans l'Angola avait compris. C'est le jour où on a chassé l'ONU de l'Angola qu'on a intéressé Savimbi. Maintenant, ils sont en paix. J'étais au Cameroun. Un conflit sérieux. Des populations déplacées. Les Nations Unies voulaient venir, les Camerounais ont dit niet. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'occupent de leur propre peuple. Voilà les leçons que les Congolais doivent tirer. Mais ici, quand il y a un problème, il faut chercher l'ONU. Et surtout quand le médiateur est blanc, on fait confiance. Donc nous avons des élites aliénées qui n'ont pas l'essence de l'histoire. Il faut se mettre du bon côté de l'histoire et prendre rendez-vous avec l'histoire. Ce qui se passe ici d'ici 2030. On viendra écrire. Hein. Mais il y a ceux qui vont entrer dans l'histoire et ceux qu'on va jeter dans la poubelle. Donc, aux hommes politiques, aux intellectuels dans notre peuple, c'est prendre en charge. La vie est faite ainsi, qu'on laisse ce pays uni pour que notre peuple, nos enfants, trouvent quand même un État viable qui va servir à la construction des États-Unis d'Afrique. Donc, les petits conflits avec des États négriers, comme vous avez les Rwandais et autres, là, ça va bientôt s'arrêter. J'ai toujours pris l'exemple de Mobutu. Mobutu a servi l'Amérique contre l'Angola. Imaginez-vous, du temps de Mobutu, combien faisait les affaires avec l'Angola? Beaucoup de Congolais ici, ministres, militaires. Et Banalunda. Banalunda. Et après que Mobutu a terminé, on est venu lui dire, monsieur Mobutu, ton cadavre sera tiré dans la... Il faut que tu partes. Si tu ne le fais pas, ton cadavre sera tiré dans la rue. Donc, c'est une leçon que tout Africain doit tirer pour éviter que l'histoire se répète. Donc, le message est passé. C'était là votre dernier mot, M. Freddy Mulumba, à moins que vous ajoutiez quelque chose. Moi, ce que je peux demander actuellement, il faut que les médias s'y mettent. Je pense que Monseigneur, le cardinal, a lancé le message. Notre armée a fait un communiqué. Maintenant, c'est au peuple de se prendre en charge. Comment? Quand les élites ont trahi, il faut s'organiser. La liberté a un prix. Imaginez-vous. Vous n'appelez pas l'article 64 de la Constitution? Non, ça, ce sont des histoires. Quand on dit il faut le peuple prendre en charge, ça suffit quoi? Il faut d'abord libérer l'imaginaire. Dieu ne nous a pas créés pour être dominés. Est-ce que vous pouvez comprendre? Un pays riche comme le nôtre. Les étrangers viennent et s'enrichissent. Vous, Congolais, vous êtes pieds nus. Non, il y a un problème. Donc, il faut que notre élite se dessaisisse. Donc, les discours de Monseigneur, le cardinal, les communiqués des FRDC doivent interpeller notre classe politique, de savoir pourquoi ils sont au pouvoir. S'ils ne comprennent pas, c'est l'histoire nous dira.
Merci, Monsieur Freddy Moulumba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de votre magazine Le Point. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec un nouvel invité. Au revoir.